Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui pour l'avant-dernière séance du séminaire Pierre Charazac, qui est connu, je crois, d'un certain nombre d'entre nous, et qui vient de Lyon, qui est psychiatre, gérontopsychiatre, qui a été chef de service à Saint-Jean-de-Dieu dans toute sa carrière. Pas toute, mais enfin. Une partie de sa carrière, en tout cas, là-bas. Et qui est psychanalyste, SPP, donc ça c'est un complément tout à fait important, qui a enseigné à l'école des psychologues cliniciens, qui était expert auprès du tribunal d'appel. Auprès de la cour d'appel de Lyon, maintenant. Et puis, qui est surtout connu pour ses ouvrages, puisque j'ai regardé sur Kern, tu as publié six ouvrages chez Luno, collaboré à 6 ouvrages collectifs, fait une vingtaine d'articles, en tout cas de psychiatrie. Je ne parle pas des articles dans les revues analytiques qui ne sont pas colligés, et qui actuellement exerce en psychiatrie libérale, qui est toujours consultant dans un EHPAD, je vais peut-être vous en parler, et tu assures des supervisions. Oui. Tu assures des supervisions d'équipe végétale. Alors, je vais présenter quand même, effectivement, il va donc nous parler aujourd'hui de la relation aidant-aidé dans la maladie d'Alzheimer. Je vais présenter à la caméra ce livre que tu as écrit en 2017 sur la relation aidant-aidé dans la maladie d'Alzheimer. Et puis peut-être ton dernier ouvrage, Soins et psychothérapie du dernier âge, qui date de 2023. Hein, donc, tous publiés chez Luno, une fidélité chez Luno. Eh bien, je te donne la parole. Merci. Je remercie Georges de l'organisation de cette invitation. Je vais donc parler, je l'ai intitulé, je ne sais pas si c'est tout à fait conforme à ce qui a été mis dans le programme, Vivre à domicile avec la maladie d'Alzheimer. La question, j'ai retenu que la question du domicile était centrale, voilà. Donc j'ai essayé quand même de creuser un peu cette dimension du domicile, sur laquelle il y a certains travaux. Récemment, dans le séminaire de Philippe Guton, Catherine Kaleka a présenté quelque chose avec une collègue analyste sur les interventions à domicile. C'est pas tout à fait ce que j'ai présenté moi, parce que j'ai pas eu une grande expérience d'intervention à domicile. Ça m'arrive assez exceptionnellement d'aller à domicile à la demande d'une famille, plus fréquemment pour des mesures de protection, pour rencontrer des personnes qui ne peuvent pas se déplacer, qui ont besoin d'une curatelle, d'une tutelle, d'un renouvellement, etc. Et je vais quand même me centrer sur la question de la maladie d'Alzheimer. J'ai envie de dire telle que je peux la voir depuis mon cabinet, où je reçois des couples assez fréquemment, aidant-aidé, comme on dit, de manière pas toujours très agréable comme tournure, mais enfin, donc j'allais dire, c'est depuis le cabinet, depuis ce qui m'en est dit, depuis ce qui m'apparaît dans les consultations, dans les rencontres, et j'en vois quand même un certain nombre en effet, c'est depuis cette expérience-là que je vais parler du domicile. J'ai réfléchi à partir de certaines notions analytiques, et puis aussi à partir de travaux phénoménologiques que je vais évoquer dans un instant. Donc, je commencerai par quelques généralités. Après, je parlerai donc de la signification du domicile dans la vie psychique individuelle et familiale, et puis dans la maladie d'Alzheimer, alors, et dans son évolution, dans son parcours. Bon, je commencerai par observer, enfin, que c'est au moment où le domicile est perdu, ou au moment où il est en
en risque d'être perdu qu'on prend conscience de sa signification. On pourrait dire qu'il passe inaperçu, enfin sa place, tant qu'il n'est pas remis en cause, il est un peu dans la marge de la vie quotidienne. C'est au moment où on risque d'en partir qu'on perçoit son importance. Alors, bien sûr, on peut constater qu'il s'agit d'un espace particulier. C'est des choses qui ont dû être déjà évoquées ici, je suppose. Hein. Le fait que ce n'est pas seulement un concept géographique et administratif, mais c'est aussi un certain espace, un espace d'interaction interne et aussi d'interaction avec le milieu extérieur, ou parfois d'interaction parfois suspendue, hein, interrompue. À ce moment-là, ça devient un lieu d'exclusion, on l'évoquera. Et puis c'est un espace de projection, c'est un espace sur lequel chacun et chaque famille projette ses idéaux, ses angoisses. On le voit, là encore, on le voit au moment où le domicile est remis en cause. C'est là où on prend conscience du sens qu'il peut avoir pour une personne ou encore une fois pour un couple ou pour toute une famille. Alors à propos de la signification, je ne vais pas m'accrocher à mon texte, à propos de la signification du domicile pour la vie psychique individuelle et groupale, je voulais développer l'idée que le domicile est dépositaire de l'identité et garant de la continuité de soi. Et pour essayer de le montrer, je ferai un détour par les travaux de phénoménologues, en l'occurrence de Roland Kuhn, à propos des schizophrènes, à propos de la question de l'errance chez les schizophrènes, ou un article qui s'intitule « L'errance comme problème psychopathologique ou déménager ». Roland Kuhn est un psychiatre, était un psychiatre suisse connu, plus connu paradoxalement pour la découverte de du tofranil en 57 que par ses travaux sur le Rorschach et sur ses travaux de phénoménologue, puisque c'est lui qui avait repris les archives de Rorschach à l'asile de Münsterlingen, de Kreuzlingen, pardon, en Suisse alémanique. Et puis c'était un élève et ami de Binswanger et un ami d'Henri Maldinet que j'ai eu comme maître. C'est ainsi que j'ai pu connaître Kuhn et avoir l'occasion d'échanger avec lui aussi sur les traitements antidépresseurs, mais on va pas parler de ça aujourd'hui. Dans cet article sur l'errance comme problème psychopathologique, où il parle de la dépression du déménagement, quelque chose qui passe parfois inaperçu, qui est quand même quelque chose d'important au niveau clinique, il y considère ces deux pôles de la sédentarité et du nomadisme comme deux possibilités, je le cite là, comme deux possibilités existentielles qu'il est difficile de réaliser simultanément. Elles se rapportent pourtant l'une à l'autre. Elles se trouvent en tension, je le cite toujours, hein, elles se trouvent en tension lorsque la réalisation de l'une suscite le besoin de l'autre. Dans la mesure où elles se délient l'une de l'autre, les tensions disparaissent provisoirement, mais elles peuvent toujours renaître. Je continue de citer encore quelques minutes. Entre le pur nomadisme et la vie strictement sédentaire, il y a, malgré une apparente incompatibilité, des formes qui réalisent l'une de ces possibilités sans exclure absolument l'autre. Par exemple, lorsque l'on change d'habitation, selon les saisons ou selon les travaux, pour des déplacements temporaires, quand on voyage pour ses affaires, tout en conservant la même demeure, etc. Ici, dans cet article,
son patient qu'il appelle Georges dans ses travaux, un schizophrène, sur lequel il avait publié des choses très, très intéressantes, et quelques années plus tard, qu'il retrouve dans un train, et donc ce patient qui va mieux est devenu voyageur de commerce. Donc il est dans le déplacement. Donc, bon, ce qu'on peut observer là quand même, justement, c'est que cette tension que souligne Kuhn, cette tension entre le nomadisme et la sédentarité, au fond, qui organise notre vie, qui organise notre existence, elle disparaît au moment, en particulier, de l'entrée en établissement, l'entrée définitive, où là, il est plus question de déplacement, il n'y a plus que la sédentarité exclusive pour le sujet âgé qui entre en résidence ou en EHPAD. Après avoir cité Roland Kuhn, à propos de l'importance du domicile dans l'identité et dans la continuité de soi, je vais citer Freud dans Malaise dans la culture, où il parle de la maison d'habitation en 1929. Il en parle à propos de progrès de l'humain et en même temps de régression, puisqu'il va rapprocher l'habitation de la recherche du sein maternel. Je le cite. À l'aide du téléphone, il parle de l'homme, il entend de loin, à des distances que même le comte respecterait comme inaccessibles. L'écriture est à l'origine la langue de l'absent. La maison d'habitation est un substitut du ventre maternel, ce premier habitacle qui vraisemblablement est toujours resté objet de désirance, où l'on était en sécurité et où l'on se sentait si bien. Désirance, vous avez reconnu la dernière traduction des œuvres complètes. Dans cette revue je cite, de l'accomplissement de tous les souhaits des contes, la maison des origines arrive in fine comme représentant à la fois le plus désirable et le plus impossible à réaliser, le plus inaccessible. Est-ce que c'est d'avoir compris qu'en dépit de ses projets, il ne pourra jamais retourner dans la maison des origines, qui fait que, je cite encore Freud, l'homme d'aujourd'hui ne se sent pas heureux dans sa ressemblance avec Dieu. À propos de ce retour à la maison des origines, on en reparlera peut-être, il y a bien sûr ce phénomène assez courant chez les patients Alzheimer, parvenus à un certain stade, de régresser à la maison des origines, soit dans leur discours, quand on leur parle, les enfants reconnaissent à travers leurs propos la maison dans laquelle la personne a passé son enfance, et puis aussi naturellement les fugues où on voit des personnes apparemment tout à fait apraxiques arriver à prendre des cars, etc., et se retrouver en bas de chez elles. Bien que ce ne soit pas dans cette voie, la voie de savoir pourquoi l'homme n'est pas heureux, bien que Freud ne s'engage pas dans cette voie, je m'arrêterai quand même sur le fait de l'incapacité de régresser à la vie anténatale, autrement que par la pensée. On peut s'y arrêter à propos de ce que Freud il présente comme une source de souffrance humaine. Je le cite encore. La surpuissance de la nature, la caducité de notre propre corps et la déficience des dispositifs qui règlent les relations des hommes entre eux, dans la famille, l'État et la société. Ce sont les trois sources dans ce texte que Freud assigne à la souffrance humaine. Je prolonge ma citation jusque-là. Pourquoi? Parce que on peut quand même noter à ce propos-là la source de souffrance sociale, pour reprendre cette formule, la source de souffrance sociale
que représente le fait que, en dépit de tout ce que l'on entend périodiquement sur la prise en charge de la dépendance, etc., le fameux cinquième risque, eh bien, en dépit de tout ce qui peut être annoncé, il y a toujours là une source de souffrance sociale qui n'a toujours pas été soulagée par une action politique. Poussant sa réflexion, Freud ajoute « Nous ne pouvons discerner pourquoi les dispositifs créés par nous-mêmes ne devraient pas être bien plutôt une protection et un bienfait pour nous tous. » Confère ce que je viens de dire. De toute façon, si nous considérons combien nous avons mal réussi en ce qui concerne précisément ce secteur de prévention de la souffrance, le soupçon s'éveille en nous que là derrière pourrait bien se cacher une part de l'invisible nature, cette fois une part de notre propre complexion psychique. Alors à propos de cette invisible nature qui peut se cacher derrière cet échec, bien sûr là on pourrait introduire la notion de destructivité, on pourrait introduire tout ce qu'il peut y avoir de négatif dans l'invisible nature dont parle Freud. Je reprends cette formule à propos du rêve, dans un sens plus positif, là, pour revenir à la question du domicile, à propos de cette part invisible qui nous est révélée par les rêves, dans lesquels la maison, avec son découpage, ses ouvertures et ses fermetures, est fréquemment comprise comme une image de soi. À l'instar du moi pot, la maison possède des limites qui doivent pouvoir être franchies pour être ouvertes sur le monde. C'est ce que montre, à contrario, le syndrome de Diogène, bien sûr, où la limite, là alors, est une limite qui exclut le monde extérieur. On en parlera peut-être dans la discussion de cette forme d'habitat qu'est le Diogène. L'interprétation de la maison comme image du moi est compatible avec la représentation du sein en tant que pré-objet maternel formant un tout avec le nourrisson encore incapable de reconnaître sa mère comme objet séparé de lui. Plus tard, la maison devient dépositaire de la partie indifférenciée du moi, tel que Bleger en parle, qui est un facteur essentiel de cohésion pour tout groupe. Et cet aspect indifférencié qui reprend toute son importance dans le couple aidant-aidé au stade de la maladie d'Alzheimer, où la communication devient essentiellement non verbale. Entre-temps, entre cette première étape du développement que représente le sein, qui n'est pas encore reconnu comme sein maternel, comme appartenant à une personne séparée de soi. Entre-temps, cette fonction de protection et de cohésion du sein maternel s'est étendue aux parents dans le développement, en se différenciant et en acquérant un sens de plus en plus riche. Et là, je cite encore Freud, toujours dans le même texte, enfin, un besoin provenant de l'enfance aussi fort que celui de la protection paternelle, je ne saurais en indiquer. Comment faut-il entendre la notion de protection paternelle? Est-ce qu'il faut l'entendre au sens strict, en référence à la difficulté qu'avait Freud à aborder le maternel? Bien sûr, on peut penser là, si on distingue le paternel du maternel, à un certain stade du développement, au niveau des identifications masculines, féminines et tout, à ce moment-là, on peut se référer à des notions peut-être un peu désuètes aujourd'hui. Le père qui assure la vie économique de la famille en allant travailler dans le monde extérieur, tandis que la mère, maîtresse de maison, entretient le monde intérieur représenté par le domicile. Une vision naïve, passéiste et sexiste, mais qui, même rejetée, demeure présente en négatif
dans le débat actuel sur l'autorité et les valeurs, et qui nous ramène à la souffrance sociale, en tant que double échec de la recherche du bonheur et de la protection. Là aussi, ça peut s'ouvrir au débat, ces notions-là. Retenons que c'est par étapes que l'on passe du saint comme perception immédiate de cette totalité qu'est le soi, archaïque, à cette conception du domicile comme projection d'un moi différencié et de ses identifications. Cette progression n'exclut pas que le domicile puisse redevenir en fin de vie ce sein enveloppant avec lequel le vieillard aspire à fusionner, tel que l'a décrit Benoît Verdon dans un article intitulé « Jusqu'au bout le sein ». C'est un article très intéressant. Je me souviens plus où il est paru cet article, mais où il développe cette recherche, cette ultime recherche du sein, et pas seulement au sein maternel, mais le sein dans sa conception la plus archaïque, telle qu'on peut la voir dans la notion du sein d'Abraham, par exemple, dans la Bible. La signification du domicile dans la maladie d'Alzheimer. J'avais prévu un petit préambule psychanalytique sur les notions de pulsion. On y reviendra peut-être plus tard. Ça m'a paru un petit peu plaqué finalement. Je vais d'emblée peut-être revenir à l'approche phénoménologique en citant, à propos donc de la signification du domicile dans la maladie d'Alzheimer, qui est un petit peu le thème ce matin, je vais revenir à l'article de Kuhn où il cite un sociologue, Rosenstock Huessy. Et je cite ce qu'écrit ce sociologue. Le mystère d'une habitation réside en ce que nous pouvons passer d'un espace à tous les autres. Aller de la cuisine à la cave, sur la véranda, à la salle de bain, à la salle à manger ou au salon, aux toilettes, à la chambre à coucher, tous ces mouvements dont on ne discute jamais avec le propriétaire ou avec l'architecte, sont précisément ceux qui déterminent le bien-être des habitants. En effet, chaque espace relève d'une temporalité différente, induit en nous un sens original du temps et nous oblige à occuper le temps selon des modes divers. Fin de la citation. Alors, cette description, elle m'a paru intéressante cette présentation à rappeler parce que je voulais mettre en face la métamorphose du domicile de la famille Samsa, la famille de la métamorphose de Kafka. Lorsque son fils Grégoire s'est transformé en une répugnante vermine. Dans la métamorphose, Kafka décrit avec minutie, comme dans tous ses textes, les circulations qui ne se font plus, justement, ou les portes que l'on condamne, jusqu'à ce que la femme de ménage annonce à la famille « Eh bien, il ne faut pas vous tracasser pour emporter le machin d'à côté. C'est déjà réglé. » Ça se termine comme ça. À un moment donné, c'est la femme de ménage qui dit « Je me suis débarrassé du cancre là. » Donc c'est assez impressionnant de voir qu'à partir du moment, la métamorphose commence avec dans la chambre du personnage de Grégoire, et après ça, on se parle à travers la porte fermée. D'un coup, l'appartement les circulations dont on parlait dans la citation précédente, là, ces passages d'un lieu à l'autre, tout se fiche d'un coup. Et pratiquement toute la nouvelle se déroule dans l'appartement. À un moment donné, pénètrent des personnes, des locataires qui viennent habiter, etc. Tout se déroule dans cet espace clos, et un espace, encore une fois, où d'un moment à l'autre, avec la métamorphose, où la circulation est complètement métamorphosée, transformée.
Alors, lorsque le cancrelat a été évacué par la femme de ménage, et c'est la dernière page de la nouvelle, alors ce qui n'était plus arrivé depuis des mois, dit l'auteur, le père, la mère et la sœur de Grégoire partent à la campagne et pensent à son avenir. Et je cite, la plus grosse amélioration de leur situation actuelle, ils l'obtiendraient en déménageant immédiatement. Ils loueraient un appartement moins cher et plus petit, mais plus pratique, et surtout mieux situé que leur logement présent, qui avait été choisi par Grégoire. Suivons ces étapes suivant les étapes, d'une autre métamorphose tout aussi violente, celle de l'évolution de la maladie d'Alzheimer. Je prétends pas euh, la suivre à la manière de Kafka, bien entendu, mais je voulais insister sur d'abord sur le surinvestissement du domicile au début de la maladie, ensuite sur les contradictions de l'aidant, et puis enfin quelques mots sur l'entrée en établissement. Tout d'abord, le surinvestissement du domicile. Quand la maladie s'installe, le domicile est vu comme une enveloppe protectrice qui garantit la continuité du couple aidant-aidé. Le domicile est rassurant. On écarte l'hôpital, les aides extérieures et la perspective mortifère de l'entrée en établissement. C'est un mouvement de régression. Comme on peut considérer que ce qui se passe dans la métamorphose dans la famille Samsa est aussi un mouvement de régression. Mais on voit que la famille se retourne du côté de la vie au détriment du fils, hein, qui laisse la vie. C'est l'histoire d'une entrée dans la psychose. C'est l'histoire d'une famille qui se guérit en éliminant son membre malade. Il y a quelque chose aussi un petit peu du même ordre dans l'évolution de la maladie d'Alzheimer et l'investissement du domicile. Il y a toujours ces deux mouvements à la fois de régression et de progression. Je reviens encore un instant. Dans la métamorphose, comme dans d'autres textes de Kafka, on y voit le père de Grégoire qui se métamorphose, qui du jour au lendemain porte un uniforme rutilant, et comme le fils travaille plus, comme Grégoire n'est plus capable de conduire son métier de représentant de commerce, le père doit travailler et il devient veilleur de nuit dans un hôtel, quelque chose comme ça, et le fils est qui entrebâille la porte de la chambre, aperçoit son père, superbe dans cet uniforme, lui qui voyait avant comme un homme fatigué, vieilli, etc. Il y a toujours ces deux mouvements. Quand la famille s'en va, ils prennent le tram, une fois que Grégoire est mort, ils prennent le tram, et là ils découvrent que leur fille est devenue une magnifique jeune femme, promise un bel avenir, etc. On voit toujours ces deux dimensions dans la maladie, et en particulier dans la maladie d'Alzheimer. Donc il y a d'abord ce mouvement de surinvestissement, de repli, ce que j'ai pu appeler des fois la régression autistique du couple dans la maladie d'Alzheimer. C'est un surinvestissement qui se fait au détriment des investissements extérieurs. Il se produit fréquemment en parallèle un mouvement de repli, comme si l'énergie de l'aidant devait être mise tout entière au service des besoins de l'aidé. C'est pas très heureux, cette notion d'aidant aidé, mais enfin, bon, c'est une facilité. Pour comprendre ce surinvestissement du domicile, il faut considérer l'évolution de la communication au sein du couple. Évolution dans laquelle le non-verbal va prendre une place de plus en plus prépondérante. Cette forme de communication prend appui sur l'intimité du domicile, ce que j'évoquais tout à l'heure à propos de la dimension archaïque, de ce sein archaïque, où on retrouve
le, ce noyau dont parle Bleguer, hein, ce noyau fusionnel du groupe, la partie non différenciée du groupe familial. C'est ce que réalise vite l'aidant en constatant les perturbations cognitives et affectives que le moindre séjour hors de chez soi déclenche chez son conjoint malade. L'aidant, très vite, perçoit cet aspect sécurisant du domicile et hésite à sortir, même pour un week-end, avec le conjoint, parce qu'il se rend compte que ça l'insécurise. Nous savons que cette protection atteint un jour sa limite, mais nous aimerions comprendre pourquoi. Pourquoi on passe de cet aspect sécurisant à l'aspect insécurisant? En clinique, c'est évident qu'il y a ce passage. L'insécurité, à un moment donné, prend le pas sur la sécurité. C'est les nuits blanches du conjoint, ce sont les fugues, ce sont les moments de confusion, la peur que le conjoint fasse ses besoins dans la salle à manger. Petit à petit, l'insécurité, la régression devient insécurisante. À une certaine étape de l'évolution de la maladie, ne surviennent pas seulement le risque de chute, mais les fugues, laissant penser que le domicile est devenu insécurisant et qu'il faut chercher refuge ailleurs. Or, il n'est pas rare qu'à l'hôpital ou en EHPAD, en écoutant leurs parents, je l'ai évoqué tout à l'heure, les enfants reconnaissent l'évocation d'une ancienne maison que la famille a depuis longtemps quittée, mais dont le souvenir est resté associé à un sentiment de sécurité. La bascule du climat affectif du domicile de la sécurité dans l'angoisse est à rapprocher du fait que les progrès de la maladie maintiennent l'aidant dans l'angoisse que ses fantasmes les plus violents ne passent dans la réalité. Ben oui, c'est des choses qu'on entend souvent en clinique, hein, le conjoint qui dit avec un certain embarras qu'il a du mal à garder son sang-froid. Je dis toujours que quand la personne dit, vous savez, docteur, des fois, si je me retenais pas, ça veut dire que des fois, il se retient pas, effectivement, et qu'il n'est pas très fier d'avoir telle ou telle réaction. Dans la mesure où l'insécurité intérieure de l'aidant infiltre automatiquement la relation d'aide, elle l'installe dans une inadéquation favorisant les troubles du comportement. J'ai mis troubles du comportement entre guillemets. Là, on pourrait faire une parenthèse sur cette notion discutable, surtout quand on parle de troubles psycho-comportementaux, ou quand on met sur la même ligne troubles psychiques et comportementaux, alors que du point de vue psychologique, du point de vue psychanalytique, la dimension psychique et la dimension comportementale sont quand même deux niveaux de traitement de l'excitation différents. Le comportement représente une façon de décharger l'excitation, on peut dire inférieure au traitement psychique. Mais il se trouve que en psychiatrie, quand on parle de maladie d'Alzheimer, quand on parle de symptômes démentiels, on a tendance à mettre dans les échelles, c'est comme ça, sur le même plan, la dépression et l'agitation. Alors que ce sont quand même des phénomènes qui se jouent à des niveaux différents. On peut se demander dans quel sens joue la causalité. C'est-à-dire, est-ce que ce sont les troubles en question, j'aime pas non plus tellement le mot trouble, est-ce que ce sont les symptômes en question, les manifestations en question qui insécurisent, ou est-ce que c'est l'insécurité de l'environnement
de l'aidant ou des soignants qui entretiennent les symptômes. Je crois qu'il faut se poser la question et qu'une bonne part des troubles, ce qu'on appelle les troubles comportementaux, en fait, sont en lien direct avec une inadéquation de l'environnement. C'est comme ça. Il y a fatalement des inadéquations, on ne peut pas les éliminer. Mais je pense qu'il faut quand même, il faut relever cette causalité. Et le fait que, bon, tout ce qui peut améliorer quand même l'adéquation, à mon avis, améliore ces phénomènes. J'aime pas tellement cette notion de trouble du comportement, ni de trouble en général en psychiatrie. Je dis toujours, c'est comme si c'est une facilité qui nous vient du DSM, une facilité, je trouve, très très contestable. J'ai une boutade fréquente à ce sujet. C'est comme si un patient demandait à son médecin, docteur, est-ce que j'ai un diabète? Non, non, vous avez un trouble de la glycémie. Bon, enfin, je pense que c'est une facilité très très discutable, cette notion de trouble, que ce soit du comportement ou d'autre chose. On peut se demander donc dans quel sens la causalité joue. Mais les deux paraissent liés. C'est pourquoi il nous faut examiner de plus près l'expérience de l'aidant, en gardant à l'esprit ce que représente le maintien de la vie à domicile. Là, on est toujours au niveau de la vie à domicile et de son expérience. Je voulais insister sur les contradictions de l'aidant. Les intérêts du moi de l'aidant sont soumis à des mouvements contraires de plusieurs ordres. À l'importance que lui donne son rôle, on souligne volontiers quand même la gratification narcissique que peut apporter à l'aidant son rôle. Dieu sait que c'est quelque chose qui intervient dans son maintien auprès du patient. S'oppose la blessure d'assister impuissant à la dégradation de celui ou de celle que l'on continue de nommer sa moitié. La communication non verbale lui permet de garder le contact avec le noyau intime du couple et de continuer à y puiser de l'énergie libidinale. Mais il a simultanément besoin de maintenir son contact avec la réalité extérieure, ce qui le place dans des paradoxes que les intervenants ne comprennent pas toujours et interprètent parfois comme des refus ou des dénis déguisés. En fait, l'aidant s'installe bel et bien dans une sorte de clivage fonctionnel où il doit à la fois fonctionner sur, j'aime pas non plus trop ce terme de fonctionner, mais se placer dans deux régimes différents où il vous dit tantôt, eh ben, j'ai l'impression d'avoir affaire à un enfant de 6 ans et il faut que je m'adapte. Et en même temps, il faut continuer de communiquer avec le monde extérieur. Il faut continuer de vivre avec la réalité, et avec l'environnement extérieur, encore une fois. D'où un certain nombre d'aménagements comme ça, qui passent tantôt pour des dénis, tantôt pour des dissimulations. On relève volontiers le fait que le conjoint ne révèle pas aux enfants toutes ses difficultés. Dans son effort pour rester adapté à l'un et l'autre de ces niveaux de réalité, l'aidant peut être amené à penser et parfois à faire une chose et son contraire. Par exemple, se renseigner sur les EHPAD tout en cherchant le moyen de renforcer le maintien à domicile. Vis-à-vis de ces contradictions, il faut se garder de ne pas les qualifier trop vite d'opératoires. Il a besoin de s'abriter derrière la façade des programmes et des procédés pour assurer la permanence de soi et du couple. Il ne faut pas confondre l'incapacité ou l'interdit de penser avec le besoin de rester dans l'indécision.
dans certaines situations, de ne pas s'imposer de choisir quand l'incertitude est trop grande. Il y a ces deux aspects dont on peut pas dire qu'ils se succèdent forcément. Il y a ce que j'ai appelé il y a 2 minutes l'établissement d'une sorte de clivage fonctionnel qui permet à l'aidant de s'y retrouver, tout ça sur fond de domicile, n'est-ce pas? Et il y a en même temps des moments de levée de ce clivage, par conséquent des moments d'angoisse, de doute, de dépression, d'incertitude. Et je disais, sur fond de domicile. À un moment donné, on ne sait plus si c'est pas le domicile qui tient ensemble encore le couple, un peu comme ces maisons de famille dont on ne sait pas si c'est la famille qui maintient la maison en état pour éviter qu'elle se dégrade, qu'elle se détériore et qu'elle disparaisse, ou si c'est la maison qui maintient la famille, qui maintient les liens de la famille. On revient à cette notion du domicile comme espace de projection. Là, en l'occurrence, un espace sur lequel les dents projettent beaucoup de choses, notamment en anticipant ce que sera sa vie quand le conjoint malade ne sera plus là. C'est dans ce contexte que se présentent toutes les formes de répit, allant de l'accueil de jour à l'hébergement temporaire, qui modifient plus ou moins durablement l'investissement du domicile. On met souvent au premier plan du répit ses aspects pratiques et son gain de repos, alors que l'essentiel se joue dans le travail psychique qu'il amorce. En principe, oui, le répit, enfin, il faut voir aussi son aspect psychique. Qu'est-ce que cela permet comme élaboration de part et d'autre, au fond, aussi pour l'objet du répit, si on peut dire, si on peut parler ainsi, c'est-à-dire le conjoint qui va passer 3 nuits éventuellement dans un espace de répit, ou qui va passer 3 semaines en famille d'accueil, ou qui va passer 1 mois en hébergement temporaire, et finalement dont on n'a pas trop l'habitude de recueillir les impressions après. Et pourtant, c'est important. Dès sa préparation, le projet de répit suscite des représentations difficiles à lier entre elles, sans un travail dont la temporalité ne se réduit pas à des dates ou à des horaires. C'est dans bien des cas la première expérience de l'absence de l'autre et de l'attente, deux formes de la capacité d'être seul. Là, en l'occurrence, pas la capacité d'être seul en présence de l'objet, pour reprendre la fameuse formule de Winnicott, mais de rester seul en l'absence de l'autre. Et c'est parfois la première absence, c'est parfois la première séparation. On pense à ce qui se passe dans le deuil et à toutes les formes de présence hallucinatoire directement liées à la perception des traces que conserve le domicile lorsque l'objet en a définitivement disparu. À propos de cette absence momentanée, je fais le rapprochement avec ce qui se passe dans les couples âgés et très âgés quand l'un des deux disparaît et où le survivant a ces expériences hallucinatoires qui sont normales, hein, très fréquentes, où il a le sentiment que l'autre est toujours là. Il sent sa présence, où il dit vous allez rire, mais des fois je lui demande qu'est-ce que je vais faire à manger à midi, etc. Après, il y a l'étape de l'entrée en établissement, sur laquelle j'avais pas grand-chose à dire. Finalement, on va en parler sans doute ici, mais si ce n'est que sur le fait que quand on parle de l'adaptation à l'EHPAD, je préfère parler d'intégration
l'adaptation impliquant un certain nombre de notions, bon, qui sont peut-être pas adéquates, mais à propos de l'intégration dans la vie collective, et Dieu sait qu'elle connaît des avatars fréquemment, je crois il faut toujours se tourner vers justement ce qu'était la vie à domicile. D'abord, c'est utile en pratique, ça facilite l'intégration. C'est des choses, moi, qui m'arrivent, puisque j'interviens encore en EHPAD, je, je, j'ai des vacations dans un EHPAD depuis un certain nombre d'années. Euh, quand les personnes montrent une difficulté à s'intégrer, je reviens volontiers sur ce qu'était leur vie avant. Ils ont besoin d'en parler, quels étaient leurs liens avec l'infirmière qui passait tous les matins, etc., pour faire un petit peu le lien avec les personnes qui sont ici maintenant. Et les difficultés d'intégration, je pense, doivent nous faire regarder comment la personne vivait à domicile. Et on voit parfois que c'était pas évident déjà. Soit parce que il y avait eu la perte du conjoint quelques mois avant, euh, euh, enfin bref, ou soit c'était des personnes qui vivaient dans une certaine incurie. Enfin, c'est toujours important, je crois, encore une fois, de de regarder un peu comment ça se passait avant, au domicile, justement. Pour terminer, la place du domicile dans le soutien du couple. Alors c'est un beau titre, mais j'avoue que je sais pas si j'aurais beaucoup de choses à en dire comme ça, bien que j'en ai une certaine expérience du soutien du couple en cabinet, mais on sera peut-être amené à en débattre maintenant. Il y a deux choses que je voulais relever à ce sujet, parce que j'ai pas de mode d'emploi à proposer, j'ai pas de, j'ai pas vraiment d'indications comme ça, de repères techniques à proposer pour ce soutien, si ce n'est en souligner les aspects cliniques comme je viens de le faire en grande partie. Il y a une première chose que je voulais dire à ce propos de cet accompagnement du couple qui vit encore à domicile. La première chose, c'est de rappeler que nous ne connaissons pas encore tous les facteurs qui interviennent dans l'avancée des affections neurodégénératives. Les neurologues ont des éléments de réponse, bien sûr, en fonction de la localisation des lésions, en fonction de l'origine, etc. L'évolution n'est pas la même, certes, mais on sait qu'il y a des éléments qui nous échappent. Par conséquent, on est bien en peine de, de lever les incertitudes de l'entourage. Le conjoint aimerait savoir, et puis en même temps, bon, c'est une notion aussi discutable, il aimerait savoir, et on sait en même temps que toutes les annonces qu'on peut faire ont une portée très limitée, et que l'annonce est toujours à refaire. À chaque étape, l'annonce est à refaire. On a beau évoquer éventuellement d'emblée la perspective de, de l'accueil de jour, la perspective de l'hébergement temporaire, et puis de l'entrée en EHPAD, ça porte pas. Dans la première étape, eh ben, c'est l'annonce du diagnostic qui compte, quoi. Après, bon, ça passe au-dessus de la tête de l'aidant, c'est normal, et du patient. L'annonce est constamment, à chaque étape, l'annonce est à retravailler. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes. Et on est dans un temps particulier, un temps très spécifique, comparable un peu au temps des morts annoncées, au temps des maladies incurables, où on rentre dans une certaine temporalité là, assez spécifique. Une temporalité qui a la particularité, encore une fois, de, de comporter beaucoup d'incertitudes, même si on sait comment ça va se terminer.
Là, on sait que ça va se terminer avec une séparation et une entrée en EHPAD. Mais on peut pas, nous-mêmes, on peut pas dire qu'est-ce qui sera le plus déterminant dans cette évolution. L'âge de début de la maladie, etc. Il est certain que la vie en couple, bon, c'est relevé par beaucoup de cliniciens. Le fait de vivre en couple est quand même un facteur de ralentissement de l'évolution de la maladie. Ça n'empêche pas qu'elle évolue quand même, bien sûr. Donc, il faut tolérer cette part d'inconnu. Et il faut que nous-mêmes, nous la tolérions. Et que, d'une certaine manière, nous puissions aider ainsi l'aidant à accepter lui-même ses limites et ses incertitudes. Le fait que nous montrions que nous pensons pouvoir les faire travailler avec eux, tout en tolérant les incertitudes, je pense que c'est important aussi. Ça peut sécuriser l'aidant de le constater. Mieux vaut reconnaître nos limites et montrer qu'elles ne nous empêchent pas de poursuivre notre travail d'écoute, tant qu'il paraît utile à chacun, ce travail d'écoute. C'est même l'expérience de nos propres limites qui nous permet de comprendre ce que vivent le malade et son aidant. Le deuxième point sur lequel je voulais m'arrêter un instant à propos de la place du domicile dans le soutien, dans l'accompagnement du couple, c'est la dimension du plaisir. Je voulais terminer là-dessus. La place du domicile dans le soutien du couple peut s'envisager de deux façons. Comme un lieu de souffrance, le fameux fardeau de l'aidant, ou comme la scène des derniers plaisirs partagés. Alors c'est pas habituel d'en parler ainsi, mais je pense que ça mérite d'être rappelé, surtout quand on parle de régression. Tous les aidants ne nous les confient pas, les derniers plaisirs partagés, soit par pudeur, soit parce qu'ils pensent que cela sort du cadre de la consultation. Mais pour ceux qui les évoquent, le fait de lire la satisfaction et de la gratitude chez son conjoint a une valeur inestimable. Ça, on l'entend. On l'entend en cabinet, ça, que c'est important qu'ils disent que de temps en temps, il me dit merci. Ça dédommage l'aidant de même que ça dédommage les soignants de bien des misères, qu'à la fin de la toilette, quand même, la personne dise merci, après avoir donné des coups de pied pendant toute la durée de la douche, mais bon. On peut aussi ranger le plaisir de l'aidant du côté du masochisme, mais du masochisme gardien de vie, tel que Benno Rosenberg l'a théorisé à partir de Freud. Ce masochisme qui n'est pas tourné du côté de la destructivité, du côté de la mort, mais du côté de la vie. Ce masochisme qui est tout à fait intégré dans la libido. Le maintien à domicile a un versant libidinal dont il n'est jamais question. À ce propos, on peut souligner le fait qu'il est rarement question de la sexualité. Or, on sait bien que parmi les problèmes comportementaux qui peuvent se vivre dans l'évolution de la maladie, il y a le fait que le conjoint demande des rapports à sa femme aidante auquel elle consent avec difficulté, ou inversement, le conjoint homme aidant, je me souviens mais ça fait partie ça fait partie des fantasmes des soignants. Là, ce monsieur soi-disant qui venait rendre visite à sa femme en EHPAD avec une petite valise dans laquelle il y avait tout un tas
dessous affriolant, qu'il avait besoin dont il avait besoin de vêtir sa femme résidente quand il venait lui rendre visite. Bref, tout ça pour dire que tout cet aspect du plaisir est rarement évoqué, alors qu'elle fait partie de l'investissement du domicile aussi. Le maintien à domicile a un versant libidinal dont il n'est jamais question. Accompagner le couple dans le mouvement régressif induit par la maladie, c'est redonner à la libido la place qui lui revient, sous toutes ses formes, pas seulement génitale, et pas seulement génitale, donc naturellement il y a toute l'oralité, la propreté. Il faut déculpabiliser les fantasmes et parfois les actes. Là encore, on peut passer du normal au pathologique. Finalement, tout au long de ce que j'ai pu exposer là, on a pu voir comme ça des situations, des phénomènes qui peuvent se placer tantôt du côté de la, entre guillemets, de la normalité, tantôt carrément de la pathologie. Que ce soit l'investissement du domicile, de la sédentarité, ou encore ce que j'évoquais à l'instant, ce qu'on appelle les pulsions partielles, l'aspect prégénital, tout ce qui se renforce avec la régression, qui peut aller jusqu'à des extrêmes pathologiques, tels que dans le Diogène, mais qui peuvent aussi comporter des aspects tout à fait normaux, tels que les plaisirs de la nourriture. Je me souviens de la conjointe d'un de mes anciens maîtres, j'en dirai pas davantage pour ne pas trahir, j'en ai suivi un certain nombre d'anciens maîtres qui avaient une maladie d'Alzheimer très avancée, et sa femme lui avait redonné sa pipe et tout ça, et parlait des branlettes et tout ça, quoi, voilà. Mais bon, sa femme aidante tolérait ces aspects prégénitaux, enfin, qui étaient devenus qui nourrissaient cette libido indispensable au maintien à domicile. Voilà, j'interromps mon exposé ici. Je vous remercie de votre attention et je me dispose à débattre de ça avec vous.